Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va explorer un archétype, et c'est pas n'importe quel archétype qu'on va explorer aujourd'hui, puisque c'est l'archétype Noldor. C'est un archétype extrêmement puissant, enfin moi c'est un archétype que je joue beaucoup, hein, tout simplement parce que il est basé sur une mécanique de pioche et de défausse des cartes qu'on a dans sa main, dans son deck et dans sa défausse. Ce qui fait que ça rend les parties beaucoup plus fluides, parce qu'on pioche beaucoup, on se défausse beaucoup, et il y a des effets de cartes qui vont se déclencher en fonction des cartes qu'on a dans sa pioche, dans sa défausse. C'est vraiment très très fort, tout simplement parce que ça va diminuer la variance, c'est-à-dire les probabilités de piocher certaines cartes de son deck ou de ne pas les piocher. Dans une partie standard, quand vous allez piocher 10 ou 11 cartes, et bah, du coup vous allez explorer un quart ou un cinquième de votre deck. Avec les Noldor, on va piocher beaucoup plus que ça. On va aller jusqu'à piocher 30, 40, 50 cartes dans une partie. Du coup, on va piocher la totalité de son deck. Et donc, on est sûr de piocher toutes les combos de son deck. Ce qui fait que c'est plus fluide et ça tourne mieux. Alors, on va commencer un petit peu par une revue historique des cartes. Je vous présente ça tout de suite dans la première partie. Alors comme vous le savez, moi je suis un jeune joueur, hein, ça fait environ 1 an que j'ai commencé le jeu, donc du coup j'ai pu explorer le jeu beaucoup plus vite que les joueurs qui ont eu les cartes au fur et à mesure et qui ont dû attendre 5-6 années pour avoir toutes les cartes du jeu. Bien évidemment, les Noldor ils se sont construits très doucement dans le jeu, hein. Au début on a eu Arwen, Glorfindel, ça a été très doux. Moi la première très grosse claque que j'ai eue, ça a été avec la boîte du Havre Gris. Parce que dans la boîte du Havre Gris, il y a tout l'archétype Noldor qui est pratiquement construit dedans, et on va nous expliquer les grandes lignes de comment ça va fonctionner. On regarde tout simplement les héros qui nous sont proposés, hein. C'est dans cette Deluxe, on a Círdan et Galdor, qui sont deux héros vraiment très forts, et qui sont basés sur le fait de piocher beaucoup de cartes, puisqu'ils vont déjà changer l'organisation du mulligan, hein, pour Galdor, qui nous permet de jeter directement des cartes qu'on a dans la main au départ pour en repiocher d'autres, et qui dès qu'on n'a plus de cartes en main va nous permettre de repiocher 6 cartes, hein. Donc c'est déjà un très gros piocheur, un très gros stabilisateur de début de partie. Et derrière en plus on va avoir Círdan. Círdan qui nous permet de piocher 2 cartes au début de chaque phase de ressources, et parmi ces 2 cartes il faudra en jeter une, donc ça permet de piocher tout le temps plus vite et d'aller chercher les cartes qu'il nous faut, et surtout de défausser les cartes qu'on ne veut pas. Par exemple dans un deck Noldor on va jouer souvent des cartes uniques en plusieurs exemplaires pour les piocher très vite, et le problème c'est qu'une fois qu'on les a jouées, ces cartes en un seul exemplaire, qu'est-ce qu'on va en faire quand on va les repiocher? L'avantage avec Círdan, c'est que ces cartes en plusieurs exemplaires qu'on n'a pas besoin, on peut les jeter directement. Donc ces deux héros déjà, ils plantent l'archétype, ils sont super forts. À l'intérieur de cette boîte, on va trouver 4 alliés qui jouent sur le fait d'avoir la première carte de sa défausse qui a un type spécial, hein. Vous avez celui qui est là pour défendre, il va réagir, enfin il va avoir des capacités spéciales, hein. Là en l'occurrence c'est +2 en défense et sentinelle. Si jamais la première carte de votre défausse c'est un attachement. Vous avez celui qui est là pour quêter, le marin de la lune, qui va avoir 2 en volonté et qui ne peut subir aucun dégât si la première carte de votre défausse est un événement. Et vous avez la vigie de Midlong qui va avoir +2 en attaque et à distance si jamais la première carte de votre défausse c'est un allié. Ces 3 cartes, si jamais on arrive à contrôler pile poil quand on veut les cartes qu'on défausse, elles peuvent être buffées. Alors il y a des mécaniques, hein, dans l'archétype Noldor qui permettent de défausser des cartes pile quand on veut. Hop là, j'ai perdu une carte. Il y a Arwen, hein, qui nous permet de défausser des cartes quand on veut pour gagner une ressource. Donc ça va nous permettre de sélectionner les pouvoirs qu'on veut dans les différentes phases. Vous avez bien évidemment le protecteur de la Lorien, hein, qui va buffer vos personnages. Son seul défaut c'est qu'il faut défausser des cartes de sa main. Mais bon, si jamais vous les défaussez pile au bon moment pour rebuffer vos alliés, ça peut être très fort. Vous avez bien évidemment la lance elfique qui va buffer votre attaque en défaussant des cartes de votre main. Vous avez le destrier d'Imladris. Quand vous défaussez une carte au moment où vous vous engagez dans la quête, vous pouvez mettre 2 pions de progression. Et le dernier que j'ai oublié, c'est Glorfindel. Je sais pas où je l'ai mis. Il doit être par là, Glorfindel. Voilà, Glorfindel allié, qui a pour capacité, si vous défaussez une carte de votre main, de se redresser. Ces 5 cartes, elles permettent de défausser toutes les cartes qui vont servir à rien dans votre deck,
et au passage, vous allez pouvoir récupérer tous ces bonus. Donc ça, c'est très facile à mettre en place, et ça vous permet d'avoir des alliés très forts. Le quatrième allié qui avait présent dans cette boîte, c'est le navigateur de Lindon. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un mauvais allié, mais je vais essayer de le jouer là dans le prochain deck Noldor que je vais faire pour voir exactement ce qui vaut. Dans la même boîte, on avait 4 événements qui avaient pour caractéristique essentielle d'être d'autant plus fort que vous en avez déjà dans votre défausse. Par exemple, celui-là, il va mettre 2 marqueurs de progression sur n'importe quel lieu en jeu. Si vous avez déjà une carte de ce type-là dans votre défausse, eh ben vous allez résoudre 2 fois la carte. Et si vous l'avez 3 fois, vous allez résoudre 3 fois la carte. C'est pareil pour chacune de ces cartes, vous allez les résoudre un nombre de fois égal à 1 plus le nombre que vous en avez déjà dans votre défausse. Donc si vous attendez par exemple les 2 premières cartes étoiles du soir que vous avez, vous les défaussez avec tout un tas des mécaniques du deck, et que derrière, après vous jouez étoile du soir alors que vous en avez déjà 2 dans la défausse, et ben pour 2 points, enfin 2 ressources connaissances, vous allez pouvoir placer 3 fois 2 marqueurs de progression sur n'importe quel lieu. Ça peut être les mêmes ou ça peut être des différents. C'est des cartes qui sont très fortes, très sympas à jouer. Celui-là il fait des points de dégâts, celui-là il permet de défendre avec des personnages qui sont inclinés, donc c'est aussi très fort. Et celui-là il permet de gagner des points de volonté sur des personnages. Donc ça, c'est 2 mécaniques qui ont été introduites dans cette boîte, le Havre Gris, hein, cette extension de luxe. Et puis la troisième mécanique, comme si ça suffisait pas, c'est cet attachement, c'est à la mer, quoi, qui est un gestionnaire de ressources. C'est-à-dire que vous allez pouvoir défausser des cartes de votre main pour pouvoir invoquer des alliés beaucoup moins chers. C'est très fort pour plusieurs raisons, hein. Déjà, vous allez pouvoir jeter les cartes que vous avez en double parce qu'elles sont uniques. Vous allez pouvoir activer tous les effets de ces cartes-là, de tous les événements qui vont être renforcés quand vous allez défausser les différents exemplaires que vous en avez. C'est vraiment très fort. Surtout que ça va transformer quelque part les cartes que vous avez dans la main en ressources virtuelles, puisque chaque carte que vous avez dans la main peut être une ressource pour invoquer un allié. Ça va être d'autant plus fort qu'on avait déjà cette carte Lumière Elfique qui, une fois qu'elle est dans la défausse, vous permet de la jouer comme si elle était dans votre main. Pour une ressource, vous la reprenez dans votre main et vous gagnez une ressource. Vous piochez une carte. Donc du coup, en permanence, vous allez cycler les ressources et les cartes qu'il y a dans votre main. Avec ces 2 cartes, en fait, vraiment, il faut considérer que les cartes qu'on a dans sa main, c'est pratiquement des ressources. C'est un archétype du coup qui va pas avoir de problème de ressources, pas avoir de problème de pioche et pas forcément de problème de défausse. Du coup, c'est vraiment très sympa à jouer. Et comme si ça suffisait pas, dans cette boîte, on trouvera aussi cet anneau, Narya, qui est l'anneau légendaire, hein, un des 3 anneaux elfiques qui a été forgé par Celebrimbor, et c'est celui qui est possédé par Círdan, le charpentier de navire. C'est l'anneau du feu, et il va révéler son potentiel, parce que vous allez pouvoir rejouer des alliés qui sont déjà inclinés, en les redressant et en leur donnant +1 en attaque et en défense. Autant vous dire que comme les Noldor sont très forts de base, jouer Narya, c'est encore plus fort. Même quand vous jouez des personnages comme Gandalf, vous pouvez jouer Narya, hein, puisque dans l'histoire, je vous rappelle que Círdan, trouvant la force de Gandalf, lui donne carrément son anneau. Du coup, vous avez aussi le droit de jouer Narya avec Gandalf. Voilà, donc ça c'était vraiment ma première exploration des mécaniques de base des Noldor. C'est vraiment très fort, très fluide. Il y a vraiment beaucoup de voies à explorer. On peut jouer sur les alliés, on peut jouer sur les événements. Moi je joue sur la pioche essentiellement, c'est pour ça que je joue beaucoup Noldor, parce que moi c'est la mécanique de pioche et la mécanique, c'est ces 4 cartes là, hein. Beaucoup de pioches, beaucoup de ressources pour pouvoir jouer les alliés, et beaucoup de repioches avec la lumière elfique. Tout ça c'est très intéressant à jouer. On va faire maintenant dans cette deuxième partie une petite revue des héros, parce que finalement il n'y en a pas beaucoup, et on va voir qu'ils sont tous très forts. Donc les héros Noldor, hein, ils sont au nombre de 11 pour l'instant, hein, peut-être qu'il en sortira après. Il n'y en a pas beaucoup en commandement, puisqu'il n'y en a que 2 en commandement et un seul en tactique. Ils vont avoir pour effet, pour beaucoup d'entre eux, de vous faire piocher ou défausser des cartes de votre main afin de récupérer des bonus. Donc Arwen, bien évidemment, elle vous permet de défausser des cartes pour gagner des ressources. Après, vous avez tous les piocheurs
et Restore qui va vous permettre de piocher beaucoup tous les tours, mais il faudra défausser sa main à la fin du tour. Gilder Inglorion, il va transformer les ressources, vous pouvez payer ses ressources à lui pour piocher des cartes, une fois par tour. Galadriel, elle a un double effet, c'est qu'elle vous fait piocher et en plus elle vous fait baisser votre menace tous les tours. Bon, Galdor et Círdan, je les ai déjà présentés. Donc déjà, on a 5 héros qui sont axés sur la mécanique de piocher. Après, on a les deux jumeaux, hein, je vous rappelle, c'est les deux fils d'Elrond. Ils ont pour particularité de jouer beaucoup ensemble, hein, comme dans l'histoire, et du coup, ils vont se buffer l'un l'autre. Surtout que dans la Montagne du Destin, on a eu deux alliés, qui sont la version alliée de chacun de ces personnages. On va les mettre à côté. Voilà. Et l'avantage, c'est que maintenant, vous n'êtes plus obligé de jouer les deux héros pour qu'ils se buffent ensemble, hein. Vous pouvez jouer un allié avec un des héros et un héros avec un allié. Comme ça, ils vont quand même se buffer. C'est très sympa à jouer. Et en plus, les versions héros de ces personnages, ils vont pouvoir se redresser avec des ressources. Les versions alliées, c'est dès que vous engagez volontairement des orques. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, les trois derniers, c'est ce que j'appelle plutôt des utilitaires, hein. On a Elrond, qui est un monstre, hein, parce qu'il a des caractéristiques incroyables, et qu'en plus, il peut dépenser les ressources pour jouer des alliés de n'importe quelle sphère. Ça, c'est plutôt sympa. En plus, comme si ça suffisait pas, toutes les cartes qui soignent que vous jouez, et si vous avez Elrond, elles gagnent plus un point de soin. Donc c'est vraiment cool, quoi. Et après, vous avez les deux versions de Glorfindel. Alors, je vous avoue que Glorfindel 1, la version qu'il y a dans le corset, moi je l'ai joué que au début. Je l'ai pas beaucoup rejoué ces derniers temps, parce qu'il a 12 en menace et que c'est excessivement fort. Par contre, le Glorfindel 2, celui-là, il a des statistiques qui sont très importantes et il coûte que 5 en menace. Du coup, quand on joue en solo, ça rend beaucoup de choses possibles. Quand on voit tous ces héros, on voit qu'il y en a beaucoup qui sont là pour piocher ou pour gagner des ressources en les défaussant. Il faut quand même noter qu'au passage, on va avoir les trois artefacts légendaires les plus improbables du jeu, hein. C'est les trois anneaux elfiques, Narya, Vilia et Nenya, qui sont les trois anneaux attachés au seigneur elfe, à savoir Círdan pour Narya, Galadriel, elle a Nenya, et Elrond, il a... Hop, on va virer ça. Et Elrond, il a Vilia. Bon, jouer les trois anneaux dans un deck, c'est compliqué. Par contre, chacun de ces anneaux peut porter un archétype à lui tout seul, hein, tellement c'est fort. Moi, je joue en ce moment Narya et Nenya. Par contre, il y a des decks excessivement puissants qui jouent sur l'anneau Vilia. Surtout qu'au passage, chacun de ces anneaux, il va offrir une deuxième sphère à ses héros. Donc, par exemple, Elrond, quand vous jouez Vilia, eh ben, il va gagner la sphère énergie. Du coup, il est commandement et énergie. Galadriel, elle va gagner la sphère connaissance, du coup elle est connaissance et énergie. Et Círdan, lui, il va gagner la sphère commandement, du coup il est énergie et commandement. Ce qui est plutôt sympa. Voilà, donc ça c'était vraiment la partie sur les héros. Il faut quand même noter que tous ces héros, ils ont des très grosses stats, hein. Ils ont tous des caractéristiques qui sont très importantes, notamment en volonté, hein. Il n'y en a aucun qui a des volontés très faibles. Celui qui est le plus axé sur le combat, c'est Eladan, et même lui, il a 2 en volonté. Donc du coup, c'est un archétype qui est fort de base, aussi par le fait que dès le début de la partie, quand vous n'avez que vos héros pour jouer, ils peuvent déjà aller en quête. Par contre, c'est un archétype qui pour moi est faible, parce qu'il n'a pas beaucoup de bons défenseurs. Il y a Elrond qui a 3 en défense. Il y a Elrohir qui a 3 en défense si vous arrivez à avoir Eladan aussi, hein. En général, vous allez toujours vous arranger pour les avoir. Ma seule déception, c'est que ce nouveau, la version héros de Gilder Inglorion qui est sortie dans l'édition collector américaine, bah, ils lui filait que 1 en défense. Alors bon, on va se servir de sa version alliée pour en faire un très gros défenseur, mais là, le héros Gilder Inglorion, je suis pas sûr qu'on puisse s'en servir pour faire un bon défenseur. Voilà, donc maintenant qu'on a fait une revue de tous les héros, on va jeter un coup d'œil très rapide, hein, on va survoler les alliés. Alors les alliés, moi je vous en ai déjà présenté 2, hein, Elrohir et Eladan, qui se buffent l'un l'autre, qui ont la particularité d'être assez forts parce qu'ils ont déjà beaucoup de volonté, et en plus ils vont se redresser dès que vous engagez volontairement un orc. Donc si jamais vous prévoyez d'engager des orcs pendant le tour, vous avez tout intérêt à les envoyer en quête aussi. Ça c'est vraiment très fort. Après il y a les 4 que je vous ai déjà présentés du Havre Gris là.
C'est des alliés qui sont très intéressants. On avait déjà depuis longtemps dans le jeu, on avait Arwen qui est un allié monstrueux parce que pour 2 elle a 2 en volonté. C'est une des très rares alliés énergie qui pour 2 à 2 en volonté et surtout 2 points de vie, donc ça veut dire qu'elle va pas mourir sur le premier effet d'ombre un peu pénible qui inflige un point de dégâts à tous les alliés qui sont engagés dans la quête, pardon. Et surtout quand elle s'incline pour aller en quête, elle file plus 1 en défense et sentinelle à n'importe quel de vos personnages. C'est une caractéristique qui est vraiment, vraiment très forte. Alors grâce à la mer, vous pourrez jouer beaucoup d'alliés beaucoup moins chers, hein. Souvent une ressource, c'est la valeur minimale pour laquelle vous pouvez les jouer. Et du coup on a tendance à jouer des alliés qui coûtent très cher, hein, au rang duquel bien sûr on a Gildor Inglorion qui coûte 5 pour des caractéristiques dantesques, hein. 3 en volonté, 3 en défense, 3 points de vie, est vraiment très très fort. Il y a aussi Glorfindel qui bénéficie de cet effet. Notamment, ce qui est vraiment en plus une combo en soi avec une seule carte, c'est que vous pouvez le défausser de votre main quand vous l'avez dans votre main pour le payer moins cher avec à la mer, parce qu'après vous avez le droit de le jouer depuis votre défausse. Donc déjà cet allié il est très fort, mais en plus il se paye lui-même moins cher. Après moi les 2 que j'ai retenus c'est vraiment Erestor qui permet de recycler plein de cartes de son deck en défaussant et en piochant des cartes, et Galdor des Havres qui va vous permettre à chaque fois que vous défaussez une carte de piocher une carte. Alors c'est limité une fois par tour, mais ces 2 effets ils sont vraiment très sympas parce qu'ils ont encore une fois des très bonnes caractéristiques, hein. Lui il a quand même 4 points de vie, hein. 4 points de vie pour un allié c'est solide. Il a 2 en volonté, les 2 ont 2 en volonté, en plus ils vont vous permettre de repiocher des cartes en défaussant. Voilà, après j'avais gardé ces 2 là parce qu'il faut quand même reconnaître que le gardien de Foncombe pour moi c'est un des meilleurs défenseurs du jeu, tout simplement parce que pour 3 il a 3 en défense et 3 points de vie. Donc c'est très 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 solide, surtout quand vous allez commencer à défendre plusieurs fois avec Narya, c'est-à-dire le redresser grâce à l'anneau de Círdan, hein. Il va passer à 4 en défense. Quand vous allez lui mettre des capes de l'Alorien, il va gagner plus 1 en armure. Quand vous commencez à lui mettre un étalon sauvage qui commence à avoir 5 ou 6 en défense et qui défend 2 fois dans le tour, c'est plutôt sympa. Et je sais pas, j'avais gardé Lindir parce que bon, Lindir j'aime bien le jouer au moins en un exemplaire dans beaucoup de decks. Ça vous permet de repiocher jusqu'à avoir 3 cartes dans votre main. Du coup ça vous relance une game quand vous êtes un petit peu en train de vous essouffler parce que vous avez plus de cartes en main. Voilà, donc ça c'est les alliés les plus intéressants que j'ai retenus, tout simplement parce qu'ils ont tous des statistiques qui sont très importantes pour des alliés et qui coûtent pas très cher. Et de toute façon, même si vous trouvez qu'ils coûtent trop cher, vous avez à la mer qui va vous permettre de réduire leur coût. C'est aussi quelque chose qui permet de fiabiliser les decks, le fait de pouvoir jouer des très gros alliés très vite. Alors l'archétype Noldor, il est aussi marqué par le fait qu'il a beaucoup de cartes utilitaires qui sont très fortes, dans des domaines qui sont très variés, comme le soin, la pioche et la réduction de menaces. C'est 3 aspects différents du jeu qu'avec un archétype Noldor, vous allez quand même réussir à couvrir. Notamment, par exemple, pour la réduction de menaces, vous avez 2 cartes. Le Conseil d'Elrond, qui est une carte... à partir du moment où vous avez un Noldor, vous avez le droit de la jouer. Ça donne plus 1 en volonté, ce qui est déjà cool, et en plus ça diminue de 3 votre menace. Ça c'est une carte qui est vraiment très forte. Et après vous avez Galadriel, qui en plus de vous faire piocher une carte tous les tours, elle vous permet aussi de réduire de 1 votre menace. Virtuellement, hein, comme tous les tours vous pouvez utiliser Galadriel, ça veut dire que vous stabilisez votre menace tout le long de la partie. Vous ne ferez que l'augmenter avec des effets maudits ou des effets de cartes rencontre, et vous pouvez la baisser avec tout un tas de cartes du jeu. On peut descendre très bas en menace, hein. Moi il y a pas mal de mes decks qui sont basés sur le fait de tomber à 0 en menace et d'y rester. C'est sympa, et ça permet par exemple de rester en secret ou que les ennemis vous engagent que quand vous voulez. Deuxième aspect utilitaire du jeu qui est très intéressant à couvrir, c'est les soins. Alors on a déjà parlé bien évidemment d'Elrond, hein, qui va augmenter tous les soins de votre deck, mais il y en a qui sont beaucoup plus typés Noldor, hein. Alors bon, j'avais aussi mis de côté la première version de Glorfindel, qui vous permet en dépensant une ressource de sa réserve, de soigner 1 point de dégâts sur n'importe quel personnage de votre choix. C'est pas très fort, en plus c'est limité qu'une fois par tour, mais bon déjà si vous avez Elrond et Glorfindel sur la table, vous pouvez soigner pour une ressource 2 points de dégâts sur n'importe qui.
ce qui est vraiment très sympa. Vous avez aussi la version alliée d'Elrond qui est vraiment multitâche parce que vous allez pouvoir à la fois soigner tous les points de dégâts, enlever une carte condition ou piocher une carte, ce qui est vraiment dans le cas où vous n'aurez vraiment rien à faire. Le problème de cet allié, c'est que vous pourrez le garder qu'un seul tour. Par contre, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez le jouer avec attaque furtive. Du coup, vous pouvez le jouer pendant n'importe quel tour, pendant la phase de quête pour quêter, pendant la phase de combat pour soit défendre, soit attaquer. Au passage, vous allez récupérer un de ses effets, vous allez le reprendre dans votre main et vous pouvez le rejouer encore, ce qui est vraiment très très fort. Tant qu'on est dans les soins, il faut quand même relever le guérisseur d'Imladris qui permet en défaussant une carte de soigner un point de dégâts sur n'importe quelle cible. Ce qui est vraiment génial parce que vous pouvez le faire 2 fois par tour. Ça va activer toutes les autres mécaniques des decks Noldor, donc c'est très fort. Et après, on ne peut pas faire un petit détour sur cet attachement qui est le Lambas. Ça me paraît important d'en parler parce qu'on ne peut l'attacher qu'à des Noldor ou des Sylvains. Et l'avantage en fait c'est que en défaussant cet attachement, vous allez pouvoir gagner 3 points de vie et redresser un des alliés. Un des alliés, le personnage auquel il est attaché. Du coup, vous voyez que dans cet archétype, il y a aussi du soin, et beaucoup, et de bonne qualité. Du coup, c'est sympa d'avoir du soin. Et puis, ce qui m'a beaucoup étonné en préparant cette vidéo, c'est le nombre de tuteurs, c'est-à-dire des cartes qui vont vous permettre d'aller chercher des cartes dans votre deck. Alors, bien évidemment, on connaît l'astronome d'Imladris, qui est un tuteur très fort, puisqu'elle permet de regarder les 5 cartes et les mettre dans l'ordre qu'on veut. Mais il y a aussi beaucoup d'autres tuteurs que en fait on utilise assez souvent sans s'en rendre compte. Moi j'ai pensé de suite bien évidemment au maître de la forge qui va permettre d'aller carrément piocher un attachement dans les 5 premières cartes de votre deck. Ce qui est fort parce qu'on peut le faire tous les tours, il n'y a pas de limitation. Bon, le ménestrel c'est un petit peu plus circonstanciel, mais vous pouvez aller chercher un champ, n'importe lequel dans votre deck. Du coup, si jamais vous avez des combos qui sont basés sur les champs, c'est intéressant, surtout qu'elle a 2 en volonté. Moi, ce qui me gêne le plus avec cet allié, c'est qu'elle a qu'un point de vie. Donc vous allez avoir tendance à l'envoyer en quête tout le temps. Et puis si jamais il y a le moindre problème avec une carte de rencontre, il meurt. Du coup, jeter un allié à 3, c'est pénible. Après, il y a Galadriel, qui fait aussi un effet de tuteur, parce que vous allez pouvoir regarder dans les 5 premières cartes de votre deck un attachement. S'il coûte 3, vous pouvez le jouer gratuitement. Donc c'est plutôt sympa. En plus, elle a 3 en volonté. Donc bon, toujours pareil. Moi, je conseille de le jouer plutôt avec attaque furtive. Sinon, après, si jamais vous voyez que pendant un tour c'est un peu compliqué pour aller en quête, vous pouvez la jouer pendant un tour pour l'envoyer en quête. Il y a aussi Né en altitude qui permet, je crois, de la renvoyer. Il faut que je vérifie ça. Et après on a un tuteur qui est très fort, c'est le miroir de Galadriel, ça s'attache à Galadriel, et ça vous permet d'aller chercher la carte que vous voulez dans les 10 premières cartes. Contre-coup de cet effet, il va falloir défausser une carte aléatoirement de votre main après avoir fait cet effet. Donc souvent ce qui est difficile c'est de se dire ouais la carte que je vais chercher, ça se trouve je vais la jeter. C'est pas faux, mais il y a quand même cet attachement, il faut le noter, la harpe d'argent qui vous permet, au moment où vous devez défausser n'importe quelle carte depuis votre main, vous pouvez l'incliner pour éviter de défausser cette carte. Ce qui est sympa. En général, on joue les 2 cartes en combo ou même on joue celle-là de base, ce qui est vraiment très forte. Très fort, pardon. Les autres cartes utilitaires, donc on a vu déjà la réduction de menace, toutes les cartes de soins, on a vu aussi toutes les cartes pour pouvoir aller tutorer, c'est-à-dire aller chercher les cartes qu'on veut. Moi j'ai noté quand même 3 utilitaires qui sont intéressants et qui combattent beaucoup avec les Noldor. Le premier, bon bien évidemment c'est Seigneur de l'Eldar, vous pouvez le jouer depuis votre défausse et ça va permettre de buffer, c'est-à-dire de donner plus 1 en volonté, plus 1 en attaque et plus 1 en défense à tous les personnages, et ce jusqu'à la fin du tour, c'est-à-dire que vous pouvez le jouer au début du tour, ça marche en quête, pendant la défense, pendant l'attaque, ça marche tout le temps quoi. C'est plutôt solide. Alors ça n'affecte que les Noldor, mais c'est les personnages Noldor, donc ça veut dire les héros et les alliés. Et quand vous commencez à avoir un deck qui est tout buffé, c'est fort. Moi, j'adore cette carte tout aussi parce que c'est une Magali Villeneuve, mais c'est une carte qui est sympa. Vous pouvez pour 1 jouer Beau et Périlleux. C'est un événement qui va augmenter l'attaque d'un personnage de sa valeur en volonté. Ils ont tous des bonnes volontés, les Noldor. Ils ont minimum 2.
Et si jamais par exemple moi ma petite coquinerie perso c'est de le jouer sur Círdan, j'adore ça, hein. Parce qu'il a 4 en volonté, donc quand vous jouez beau et périlleux sur Círdan, il gagne 4 en attaque. Dans le minimum des cas, hein. Moi je m'arrange toujours pour lui donner des buffs de volonté. J'ai un deck d'ailleurs, hein, que je vous ai déjà présenté dans les Craft and Play qui est basé sur cette combo là. C'est super sympa à jouer, hein. Quand vous avez un Círdan qui attaque à 9 ou à 10, c'est plutôt frais quoi. Et après il y a celle-là, terrible à voir, c'est un événement qui pour un va vous permettre d'annuler une attaque et renvoyer un ennemi dans la zone de cheminement à partir du moment où vous avez déclaré un personnage noble en tant que défenseur. C'est sympa, ça fait une espèce de petite feinte. Voilà, donc ça c'était les cartes utilitaires. Et après, il y a ce qu'on appelle les attachements, hein, qui sont censés être ciblés que sur les Noldor. La lumière de Valinor qui vous permet de ne pas engager un héros pour aller en quête. Ça marche sur tous les héros Noldor et Sylvain, comme ils ont tous des très grosses volontés, bah, vous pouvez potentiellement mettre ça sur n'importe quel Noldor que vous jouez, hein. Même sur Elrond, hein. Elrond, avec une lumière de Valinor, il va quêter à 3, et vous l'avez toujours pour défendre, hein. Bon, pour Galadriel ça marche pas parce qu'elle n'a pas le droit d'aller en quête, mais pour tous les héros qu'il y a là dans le paquet, c'est super fort. Le summum, bien évidemment, revenant à Glorfindel, qui du coup va pas activer son effet qui augmente la menace, et à Círdan, qui, puisqu'il n'est pas engagé pour aller en quête, va pouvoir soit attaquer, soit tout simplement utiliser sa capacité de Narya. Donc ça, c'est des combos qui sont faciles à mettre en place et qui fluidifient énormément le jeu, tout en rendant votre deck très stable. Vous avez exactement le même attachement, mais cette fois qui coûte 2, hein, parce que forcément les combos que vous pouvez réaliser sont beaucoup plus puissantes. C'est Vaillante Détermination, vous l'attachez à n'importe quel allié, et cet allié il ne s'engagera pas pour aller en quête. Quand on voit les caractéristiques des alliés Noldor, hein, moi je passe directement à Gilder Inglorion. Bon, Glorfindel ça a un petit peu moins d'intérêt parce que de toute façon vous pouvez le détaper en défaussant des cartes, mais tous les alliés qui ont 2 en volonté, c'est sympa de ne pas les engager pour aller en quête, surtout quand après vous allez leur donner des bonus, quoi. Moi j'ai pensé aussi à l'étalon sauvage, puisqu'ils ont tous des très bonnes caractéristiques, c'est sympa de buffer toutes les caractéristiques d'un allié. Ils gagnent plus 1 en volonté, plus 1 en attaque, plus 1 en défense et plus 1 point de vie. C'est très fort. Et après il y a ces 2 attachements qui s'attachent à des Sylvains ou à des Noldor, du coup bah, ça marche. Il y en a un qui buff pas forcément la défense, mais surtout qui augmente le nombre de points de vie et qui rend sentinelle. Et ça c'est un petit peu un des reproches qu'on aura à faire aux Noldor, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont sentinelle. C'est sympa de pouvoir les rendre sentinelles, surtout moi je pense au gardien de Foncombe qui est un très bon défenseur mais qui n'a pas sentinelle. Du coup quand vous commencez à lui donner sentinelle et qu'après derrière bah, vous lui donnez un Aubert là, le nouveau attachement d'aile, dès que l'allié il est sentinelle, bah, il gagne plus 1 en défense et plus 1 point de vie, vous avez un sacré ton après, hein. Un mec qui est sentinelle, qui a, je sais plus combien ça fait, mais ça fait genre 6 points de vie et 4 de défense, c'est plutôt cool, hein. Ça c'est vraiment plutôt cool. Donc ça aussi c'est un utilitaire que j'aime beaucoup jouer. Et après le dernier, bah, c'est la lame de Foncombe, hein, qui est fort sur n'importe quel personnage, et en plus ça peut s'attacher sur des personnages. Du coup bah, vous pouvez même le mettre si vous voulez sur une vigie de Midlong. Ça je l'ai fait là dernièrement, c'est super sympa à jouer, hein. La vigie de Midlong, elle a à distance, elle attaque à 3, elle enlève 2 en défense. Si derrière vous lui mettez d'autres petits buffs d'attaque, c'est fort très vite, hein. Voilà, donc là je vous ai présenté un petit peu tout ce qu'on peut faire avec un deck Noldor. Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de limites, hein, parce que là je vous ai présenté que si vous voulez faire du Noldor avec du Noldor, quoi, hein. Mais il y a beaucoup de decks très forts qui tournent avec un petit peu de Noldor, mixé avec d'autres héros, avec d'autres alliés, ce qui va rendre le jeu beaucoup plus fluide. Donc moi, à la suite de ces 2 vidéos, je voulais vous présenter les 2 decks que je joue actuellement et qui sont vraiment très performants. Il y en a un avec lequel j'ai fait une très grosse partie de la campagne du Seigneur des Anneaux, et l'autre avec lequel bah, je voulais essayer d'autres cartes. Donc dès à présent, je vais vous faire 2 petits craft and play pour vous présenter qu'est-ce que j'ai fait de tout cet archétype Noldor. Allez, à de suite.